Merci bien, Chérif Diop. Il est le ministre chargé de la communication de la présidence de la République et porte-parole de la paix. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir, madame. Merci à vous de m'avoir invité. On va d'abord commencer par ce pillage de notre patrimoine forestier qui a été mis à nu par la BBC à travers une enquête. Comment se fait-il que le Sénégal ferme les yeux sur une telle pratique sous l'œil bienveillant de la Gambie? Merci beaucoup, madame. Je voudrais vous remercier, saluer votre collègue Daouda et, avec votre permission, me recueillir juste une minute devant la mémoire d'Abdoulaye Niang et ainsi adresser toutes mes condoléances à la communauté mouride et à l'ensemble de la communauté musulmane du Sénégal et au-delà. C'était un grand serviteur de Cheikh Ahmed Bamba, qu'Allah l'accueille à son paradis. Non, je ne suis pas d'accord avec vous quand vous dites que ça se fait sous l'œil bienveillant des États. Souvenez-vous, du point de vue de la législation, toutes les dispositions ont été prises. Du point de vue du contrôle et de la répression, il y a eu beaucoup d'actes posés en direction de la protection de l'environnement, mais également de lutte contre le trafic illicite du bois. Et je pense que c'est arrivé à son heure, ce deuxième conseil présidentiel sénégalo-gambien, où cette question devra être adressée pour y apporter des solutions structurantes afin de contribuer, comme nous le faisons, à la protection de notre environnement. Est-ce que ces mesures sont efficaces? L'efficacité, c'est... On parle de 300 000 tonnes. 300 000 tonnes. Vous savez, on a déjà arrêté beaucoup de trafiquants, confisqué le bois qu'ils ont coupé, confisqué le matériel, prononcé des peines de prison. Mais c'est un combat de tous les jours. C'est un combat de tous les jours. Tout ce trafic-là est très très néfaste puisqu'il détruit notre écosystème, il détruit l'environnement et on ne peut pas rester comme ça sans agir. Mais soyez rassurés, je crois que les autorités à la tête de ces deux pays prendront toutes les dispositions pour gagner davantage en efficacité puisque c'est une mission qui concerne les générations futures au-delà de certains aspects pour notre époque. Des sanctions seront-elles prises? Elles ont toujours été prises. Ce ne serait pas nouveau s'il y avait des sanctions. Il faut maintenant, du point de vue de la législation, certainement aller vers une direction qui renforce les sanctions et qui donne plus d'effectivité dans l'application de ces sanctions. Très bien. Soyez tranquille. Mais pourquoi la question intrigue? Parce qu'à un moment donné, nous avions pensé que Yaya Jammeh était le facteur favorisant. Mais aujourd'hui, avec l'arrivée d'Adama Barrow, on avait pensé quand même que cette affaire-là soit une affaire ancienne. Mais aujourd'hui, on se rend compte qu'avec le reportage de BBC, que c'est devenu même plus grave. Mais ce n'est même pas le reportage de BBC qui doit être l'alerte. Je pense que les journalistes de la presse nationale du Sénégal et ceux de la presse nationale en Gambie ont eu beaucoup de sujets sur la question. Je n'accuse pas ou je ne présume pas d'une capacité différenciée chez les présidents qui se sont succédés. Ce qui reste constant, c'est la détermination du président Macky Sall et de la même manière celle du président Adama Barrow de mettre un terme à ce phénomène. C'est un fléau. Ils prendront toutes les dispositions requises en la matière. Mais selon vous, comment faire pour que ça soit un vieux souvenir quand même? Ce qu'on fait, c'est d'abord asseoir toute décision publique ou politique sur la loi, la renforcer quand elle a des faiblesses, la mettre en œuvre avec efficacité en mobilisant les forces de l'ordre et de défense et mener une guerre sans merci à ces trafiquants de coupe de bois. Autre chose, on a vu que le président bissau-guinéen est venu au Sénégal et qu'il a accordé sa première visite officielle au président Macky Sall. Quel message faudrait-il décrypter derrière son déplacement? D'abord, c'est un président qui a été élu, qui a été investi. Pas encore confirmé par là. Qui nous fait l'avantage au regard des relations et du rôle que le Sénégal a toujours joué aux côtés de ce pays frère, qui a jugé utile, et je pense que sa décision est très juste, de venir rendre visite au Sénégal. Et le message qu'il a donné, la Guinée-Bissau a besoin du Sénégal. Et si cela est possible, c'est parce qu'au-delà de ce pays, la politique extérieure définie par le président Macky Sall s'appuie sur deux axes. Le premier axe, c'est au niveau mondial et
indiqué que le Sénégal est dans une logique de partenariat ouvert à 360 degrés. Il n'y a pas de précaré pour qui que ce soit. Les partenariats sont ouverts au regard de ce que le Sénégal y gagne et en tire comme bénéfice pour les populations. Du point de vue de notre sous-région, c'est assumer son rôle de leadership en développant une politique de bon voisinage. L'exemple récent de la visite du président Macky Sall en Mauritanie illustre parfaitement cette vision avec tout ce qui a été consigné comme avantage dans l'équilibre des relations entre les deux États, mais comme bénéfice direct, notamment pour la communauté sénégalaise qui s'adonne à la pêche dans ce pays. De la même manière, aujourd'hui, nous accueillons, dans le cadre du deuxième conseil présidentiel sénégalo-gambien, un pays voisin et frère avec lequel nous entretenons d'excellentes relations. C'est ça qui est l'enjeu, puisque notre sous-région est traversée par des crises sans précédent, notamment le fléau du terrorisme. Et c'est tous ensemble que nous devons nous mobiliser. Et la vision du président Macky Sall, dans le cadre de cette politique de bon voisinage, c'est une alliance solidaire et responsable. Mais monsieur le ministre, est-ce que ça ne fait pas désordre? Parce que quand même au niveau de la Guinée-Bissau, le processus électoral n'est pas encore terminé. Il y a quand même des recours qui ont été déposés au niveau de la Cour suprême et la Cour suprême n'a pas encore définitivement rendu son verdict. Aujourd'hui, le président Macky Sall reçoit le président guinéen comme chef d'État. Est-ce que cela ne fait pas désordre? Je vous laisse la liberté de cette appréciation. Moi, je me limiterai à ne pas m'immiscer dans les affaires intérieures d'un pays. Comme dans tout État, vous avez un système avec une commission électorale qui donne les résultats. Une Cour suprême ou une juridiction supérieure qui permet d'aller vers l'investiture. Quand un président a été élu et qu'il a prêté serment, il a tous les atours d'un président de la République. Et c'est à ce titre qu'il a été reçu, et très bien reçu, comme président, avec tout ce qui est dû à son rang. Autre chose, c'est l'affaire Karim Wade. On a vu que l'État du Sénégal a perdu encore une procédure face à Karim Wade par rapport aux réclamations qui avaient été faites par la CREI. Est-ce qu'il n'est pas en train de, cette situation n'est pas en train de confirmer les dires des conseils de Karim qui disent que c'est une machination qui a été orchestrée contre leurs clients? Je préfère faire foi aux dires des juges sénégalais qui ont statué en respectant toute la procédure prévue par la loi, qui ont définitivement condamné M. Karim Wade à une peine de prison. Ayant exécuté la moitié de sa peine, il a bénéficié d'une grâce pour des raisons humanitaires. C'est ça la vérité judiciaire dans cette affaire. Maintenant, il crie victoire. C'est bien de crier victoire, mais c'est une drôle de victoire, puisque l'objet des requêtes à l'international, c'est que c'est le Sénégal qui demande l'exéquature, c'est-à-dire quand une décision émane d'une juridiction étrangère, pour sa mise en œuvre, elle a besoin de ce qu'on appelle l'exéquature. Mais puisque ces pays-là n'appliquent pas le principe de répression du délit d'enrichissement illicite, nous sommes confrontés à une sorte de difficulté judiciaire. Mais ce n'est pas une victoire, c'est une fausse victoire. C'est une victoire en trompe-l'œil. Et je pense qu'ils vont continuer à se faire plaisir, à décompter ou dénombrer le nombre de procès qui leur semblent être favorables, mais sans incidence pratique, puisque la condamnation est ferme et définitive. Ouais, mais la base de cette condamnation, c'était la traque des biens mal acquis. Il y avait quand même de l'argent du contribuable sénégalais qui a été spolié selon vous, oui. Et vous aviez enclenché un certain nombre de procédures. Maintenant, il a été condamné. Il vous revenez, vous, État du Sénégal, d'aller avec les autres juridictions pour essayer de collecter ces fonds-là. Mais on s'est rendu compte quand même que toutes les actions que vous avez eu à mener quand même sont revenues infructueuses. Est-ce que cela ne pose pas un problème en ce qui concerne l'inefficacité de la CREI? Non, ce n'est pas ça. Et ce n'est pas spécifique au Sénégal. Si vous interrogez l'histoire, certains pays africains ont eu mené des démarches analogues qui sont revenues infructueuses, puisqu'il y a un vrai problème de recouvrement des biens mal acquis. Et même dans ces pays-là, parfois il est très difficile d'engager des poursuites et des procédures judiciaires, puisque ce type de délit n'est pas un délit mis en œuvre dans leur législation nationale. Malgré les conventions et les accords,
qui lutte contre la corruption et qui réprime le délit d'enrichissement illicite. Donc nous en sommes à cet âge judiciaire, mais demain il fera jour, on progressera. Mais c'est une difficulté consubstantielle à la dynamique, ça on en a eu conscience. Mais ce qui importe... Vous n'étiez pas au courant si, de ces difficultés-là au début? Mais ce n'est pas parce qu'il y a une difficulté qu'on n'engage pas des choses. Okay. Et il faut tout engager et y mettre toute l'énergie quand il s'agit de récupérer des ressources au profit des citoyens sénégalais. Vous n'avez pas encore récupéré grand-chose? On a récupéré une partie, on n'a pas tout récupéré, mais on a récupéré une partie assez importante. Okay. Aujourd'hui, je ne peux pas vous dire exactement le montant, mais en termes de recouvrement, mais il y a de l'argent qui est rentré dans le budget de l'État. J'ai eu l'occasion d'en parler ici même, à travers les lois de règlement, les lois de finances rectificatives, les lois de finances initiales. Oui. Non, ce n'est pas une perte. Maintenant, s'ils ont une victoire en trompe-l'œil, qu'ils se rincent l'œil avec. Autre chose, Daouda, si tu me le permets, c'est la guéguerre qu'il y a à la paire, on peut l'appeler comme ça. Est-ce qu'il y a un cas Amadou Ba dans votre parti? Je ne le pense pas. Je pense qu'il y a une dynamique qui est une dynamique de conflit qui ne me semble pas être le bon ton et le bon comportement des camarades. Aujourd'hui, ce qui semble essentiel et ce qui doit être l'impératif de tous les camarades, c'est d'être aligné sur la position définie par le chef de l'État. Et cette position, elle est simple. Mettons-nous au travail pour mériter le mandat que les Sénégalais m'ont confié. Aidez-moi à réussir ce mandat, puisque je veux être conforme à mes engagements. Je veux être conforme à ce que j'ai dit dans ma profession de foi à l'occasion de l'élection présidentielle. Et je veux mettre en œuvre, au regard de cet engagement, les projets que j'ai conçus pour aider les jeunes à trouver de l'emploi, pour aider les femmes à aller vers plus d'autonomisation, à aider notre pays à renouer avec la verdure, la bonne végétation, améliorer le cadre de vie, aider les Sénégalais à se loger. C'est ça qui est essentiel. Le temps des ambitions n'est pas encore ouvert. Nous sommes dans le temps de l'action. Est-ce que la paire accorde une place importante à la nouvelle génération? Parce que ce qui s'est dit dans ce cas de figure pour la coordination de la paire des Parcelles Assainies, ce sont des jeunes qui décrivent la gestion de Amadou Ba ou sa façon d'être dans le parti. Alors qu'aujourd'hui, ces jeunes-là ont envie de faire élever leur voix et de dire ce qu'ils pensent. Est-ce que cette jeune génération elle est bien prise en compte au sein de votre parti? Mais vous êtes un observateur de la vie publique, vous devriez le constater, que la paire est un parti qui fait une très grande place à la jeunesse. Dans le gouvernement, dans les structures du parti, et dans toutes les instances où les jeunes peuvent être appelés à des responsabilités. Vous parlez de deux choses différentes. Un, une catégorie sociale, la jeunesse. Deux, la gestion perçue par cette jeunesse. Donc, ce type de problème, je n'en sais pas grand-chose, mais je ne voudrais pas qu'on fasse la confusion pour joindre deux questions qui ne sont pas liées l'une à l'autre. Ce qui reste constant, l'APR est le parti des jeunes, l'APR est le parti qui fait la place à la jeunesse. Il n'y a pas que Amadou Ba seulement, il y a également le différent, si on peut l'appeler ainsi également, entre Bara Ndiaye et Mimi Touré. Finalement, qu'est-ce qui se passe dans votre parti? Ce que j'en sais, c'est que des séquences judiciaires semblent avoir été ouvertes. J'en suis pas sûr, mais dès lors que telle est la situation, mais le problème va se régler. Et que dit le président de la République? En tout cas, je pense qu'entre camarades d'un même parti, on peut trouver les moyens de s'entendre, de se parler, et de faire en sorte que la justice ne vienne pas arbitrer les différends entre membres d'un même parti. Je pense que ce n'est pas élégant d'assister à un spectacle de lutte fratricide entre membres d'une même organisation. Nous avons en commun de partager les mêmes orientations politiques, d'être soumis à l'autorité des résolutions de nos instances et d'avoir un leader qui c'est le président Macky Sall, qui a dégagé une orientation, défini une posture et nous a donné des éléments de langage pour qu'on aille à la rencontre des Sénégalais, leur expliquer les bonnes choses qu'il est en train de faire à travers le programme Macky 535, plus communément appelé Ligueyel Elek. Et la dernière question, que dit le président Macky Sall par rapport à cette situation? Le président Macky Sall, c'est le président de la République. Il laisse faire, il est également le président du parti. Des Sénégalais. C'est ça sa mission principale et son travail de tous les jours. Maintenant, concernant le parti, il a sa façon de réguler le parti et les instances du parti seront saisies pour statuer sur ces questions.
président a déjà fait une sortie avec une lettre essentielle qui appelait à la discipline, qui appelait à l'unité, qui appelait à la solidarité et qui indiquait que le parti doit rester le bouclier démocratique qu'il est et le lieu de toutes les espérances, puisque sa mission, c'est de maintenir l'espoir pour les Sénégalais. Donc, arrêtons nos enfantillages, restons sur la contradiction principale, c'est aider les jeunes à trouver du travail, c'est réussir notre marche vers l'émergence. Mais ça me pousse à embrayer un tout petit peu sur la discipline de parti, parce qu'on s'est rendu compte quand même qu'à un moment donné, le président avait dit qu'il ne faut plus qu'on parle du troisième mandat éventuel du chef de l'État. Mais on a vu que 2 personnes ont eu à parler pour dire qu'il ne peut pas se présenter en 2024 et ils ont été dégommés, Sori Kaba et comment il s'appelle encore, Sori Kaba et Moustapha Diakhaté en l'occurrence. Et aujourd'hui, on a entendu 2 personnalités également dire que le président peut briguer un autre mandat en 2024, notamment l'ancien Premier ministre Mbaye Ndiaye. Et jusqu'à présent, il n'y a pas eu de sanction. Quel ancien Premier ministre? L'ancien Premier ministre Boun Abdallah Dionne. Ah oui, d'accord. Oui. Et jusqu'à présent, il n'y a pas de sanctions les concernant. Mais comment comprendre cette discipline de parti-là? Vous savez que vous, ce qui vous intéresse, c'est de voir du sang couler, c'est ça? Non, je veux comprendre. Pourquoi ce débat-là, il y a une ligne. Non, je veux comprendre. Pourquoi ceux qui disent que le président ne peut pas se présenter en 2024 sont sanctionnés et ceux qui disent qu'il peut se présenter en 2024 ne sont pas sanctionnés? Alors, les motivations ne sont pas les mêmes. La première motivation concernant notre camarade Sori Kaba, c'est de par sa position institutionnel qu'il a été hors de la ligne. Pour le camarade Moustapha Diakhaté, c'est tout à fait autre chose. Il ne faut pas laisser croire que c'est parce qu'une personne s'est prononcée sur le mandat qu'elle a été victime d'une sanction. Ce n'est pas vrai. Ce qui reste constant, c'est que sur cette question, le président Macky Sall a donné sa position et c'est celle qui compte. Cette position n'a pas besoin d'être commentée, d'être expliquée. Il l'a adressée aux Sénégalais et les Sénégalais l'ont comprise. Il est toujours ambigu, cette position. Elle n'est pas ambiguë puisque si vous voulez, par rapport à cette irruption de la candidature, de la non-candidature du président Ouattara, ça a donné encore un peu plus de teneur, de relan à ce débat. Mais cette position du président Ouattara, elle illustre que le président Macky Sall a raison de dire que nous ne sommes pas dans ce temps, puisque le président Ouattara, il a attendu pendant 4 ans et 4 mois avant de donner sa position. Il a donné sa position à 6 mois de l'élection, ou 6 ou 7, puisque la réélection est prévue au mois de Et quand il y a eu une modification sur la Constitution, il avait dit qu'il avait la possibilité de pouvoir se représenter. Entre-temps, qu'est-ce qui a motivé son revirement? Ça, on ne le sait pas. Comme on dit en Wolof, mais ce que je constate, c'est que le président Macky Sall a raison de dire que nous ne sommes pas dans le temps de la candidature, nous sommes dans le temps de l'action. Et c'est ça, la position officielle qui peut engager l'Alliance pour la République. Mais selon vous, est-ce qu'elle peut se présenter en 2024, selon vous? Mais il y a beaucoup de c'est ça que je veux. Non, je pose la question. C'est-à-dire, selon moi, je reste aligné sur la position dégagée par le président. Le débat n'est pas ouvert. Et quand le débat le sera, je donnerai ma position. Et sur les cas Boun Abdallah Dionne et Mbaye Ndiaye, répondu pour les 2 personnes qui ont été virées de leur poste, mais à côté, nous avons 2 autres hauts responsables qui se sont prononcés là-dessus. Ils se sont prononcés, c'est leur point de vue, mais leur position ne peut pas engager le parti. La position du parti, non, la ligne qui a été donnée par le président Macky Sall, elle est claire, elle est entendue par les Sénégalais, elle est comprise et je pense qu'elle est acceptée. C'est ça qui importe. C'est eux, les Sénégalais, qui décident. Ils sont les dépositaires et les propriétaires du mandat. L'homme politique a son ambition, mais la décision appartient aux citoyens. Et je pense que c'est ça. Dans notre pays, nous avons des procédures de candidature. Nous ne sommes pas encore dans ce temps. Et je pense que rendre service au président Macky Sall, c'est rester aligné sur cette orientation qui a été dégagée pour mettre à profit le temps du mandat pour réaliser ce qui a été son engagement
consigné à travers sa profession de foi et le programme qu'il a proposé aux Sénégalais qu'ils ont largement validé. Vous disiez tout à l'heure que le temps est à l'action et en toile de fond nous avons le PSE et ce PSE-là, on a vu en tout cas pour ce qui concerne l'artisanat, l'ancien ministre Abdoul Mbaye dit que le président Macky Sall l'a plagié et qu'il a pris son programme qu'il avait conçu pour ce secteur-là, qu'il avait eu à publier depuis septembre 2018 et qu'il a pris pour l'appliquer aujourd'hui. Est-ce le cas? Alors, de prime abord, moi je serais tenté de dire que la seule œuvre originale sur Terre, c'est celle de Dieu. Mais l'œuvre du président Macky Sall est une œuvre authentique. Alors, je crois que les amis de l'Acte, l'Alliance pour la citoyenneté de la République, et le travail, pardon, ont perdu une très belle occasion pour se taire. Puisque vous m'avez dit qu'il a donné sa date, je vais vous donner 4 dates et vous allez comprendre. Première date, c'est le 25 avril 2013. Abdoul Mbaye était Premier ministre à l'occasion du conseil délocalisé de Tambacounda. Le président Macky Sall a eu un point dans sa communication qui portait sur le repositionnement stratégique de l'artisanat. Il avait donné 3 instructions au Premier ministre. La première, c'est d'élaborer avant la fin de juillet une stratégie nationale de développement de l'artisanat. La deuxième instruction, c'était de tenir un conseil interministériel dédié à l'artisanat avant la fin, dans le courant du mois de mai, et de lui soumettre en Conseil des ministres un projet de loi d'orientation sur le secteur. Le Premier ministre Abdoul Mbaye n'a rien fait. Deuxième date, c'est un Conseil des ministres le 24 avril 2014. Le président demande la mise en œuvre du programme sectoriel de développement de l'artisanat et positionne l'artisanat au cœur du renouveau industriel et productif. Un autre conseil, et là, à l'occasion de ce conseil, la ligne de crédit BOAD est passée de 3 milliards à 5 milliards au profit de l'artisanat. Un autre conseil, et à la suite de ça, il y a eu la journée de Mekhe sur l'artisanat avec les éléments de doctrine. Conseil des ministres du 8 octobre 2014. L'artisanat est un levier pour nourrir le tourisme. Et enfin, Conseil des ministres du 26 février 2020. Le président a fait une communication sur l'artisanat. Donc, ces éléments de vision, ces éléments de doctrine et ces éléments d'orientation stratégique sont bien antérieurs à ce que M. Abdoul Mbaye a pu élaborer. Donc, s'ils veulent trouver un faussaire, ils n'ont qu'à aller chercher à travers les actes qu'ils ont posés. Mais le faussaire de la République ne se trouve pas chez nous. Ce qui veut dire que c'est l'acte qui a plagié le président Macky Sall. Non, moi je ne parle pas de plagiat, je parle de faussaire. Ils ont parlé de plagiat, moi je parle de faussaire. Très bien. Autre chose, oui Daouda. Alors, le nouveau cas qui a été décelé, j'y arrive, sur le coronavirus au Sénégal, un Sénégalais, même si il nous vient de l'Italie, on a envie de s'interroger sur le plan de riposte qui a été mis en place par l'État du Sénégal, son efficacité, puisque jusqu'à présent on enregistre des gens qui entrent et on nous dit que le dispositif qui a été mis en place au niveau des voies, que ce soit terrestre, aérienne et tout, le dispositif est efficace. Comment expliquer cette situation? Vous doutez de l'efficacité du plan de riposte? À vous de nous dire. Vous adoptez un plan de riposte lundi. Et avant la fin de la semaine, vous endiguez tout. Tout est sous contrôle. Et vous réussissez à guérir votre premier cas. Entre l'adoption du plan de riposte et aujourd'hui, tous les cas suspects, pour la plupart, qui ont été identifiés, ont fait l'objet d'analyses négatives. Et aujourd'hui, nous sommes dans une situation d'urgence sanitaire mondiale. Ce qu'il faut dire aux Sénégalais, pour ne pas les affoler, c'est de leur dire que le plan de riposte du Sénégal est résilient, il est efficace. Ce qu'il faut dire aux Sénégalais, c'est de prendre toutes les dispositions pour adopter les comportements barrières, puisque le défi de cette pandémie, ce n'est pas un défi du protocole médical pour soigner. Ce défi, c'est éviter la propagation. Et
c'est la prévention. Et je voudrais féliciter le ministre de la Santé qui a une communication régulière, transparente et qui essaie de donner des éléments d'information. Il faut davantage insister sur la prévention. Mais moi, je fais confiance à notre dispositif. Nous avons traversé des épreuves de même nature, mais encore plus difficiles. Ebola est là, c'est une expérience. Et on a capitalisé sur les acquis. Et nous avons tous les instruments d'analyse, de remédiation. Et il faut continuer à être tous ensemble et à appeler les Sénégalais à être attentifs. Et ce cas-là, je l'espère, je le souhaite et je suis même convaincu, Inch'Allah, il va être résolu. Ce qu'il faut dire aux Sénégalais, c'est de continuer à rester vigilants, à éviter les comportements à risque et à promouvoir les comportements barrières pour ne pas être touchés. Dernier élément, il faut qu'on sorte de la tête des Sénégalais que c'est une maladie d'une race. Elle n'a pas de connotation raciale, elle est partie d'un pays, mais ce n'est pas une maladie chinoise. Et à nous de faire attention. L'État a sorti les moyens, mis en œuvre un plan de poste, engagé les équipes médicales qu'il faut féliciter, ceux de l'Institut Pasteur, ceux de l'épidémiologie et tous les acteurs autour du ministre de la Santé qui sont en train de prendre ce combat qui est une cause nationale. Et la presse aussi, je salue votre travail d'implication et d'information. Transparence, efficacité, et on y arrivera. Une question pour éviter la propagation du coronavirus par rapport au cas qui a été décelé aujourd'hui, le Modou Modou, qui habiterait à Touba et qui serait au Sénégal depuis le 6. Est-ce que toutes les personnes qui ont été en contact avec lui ont été identifiées et mises en quarantaine? Moi, j'aurais dit en sénégalais, je ne dirais pas en Modou Modou. Bon, c'est un abus de langage, c'est quelqu'un qui vient d'Italie. Un sénégalais, sénégalais, quel que soit le lieu de sa provenance, c'est un sénégalais. Oui, dans ce type de combat, il y a un besoin de conjonction et de coordination des forces. Lorsqu'il s'agit d'identifier des cas suspects ou des personnes qui auraient pu être en contact, les services de police, de renseignement travaillent à partir des informations collectées, identifient les personnes et communiquent avec le dispositif sanitaire et médical qui déploie maintenant toutes les stratégies opérationnelles pour la prévention et la prise en charge. De ce point de vue-là, il y a une très bonne coordination des opérations à travers ce qui est urgent, à travers ce qui est de l'ordre de la recherche, ce qui est de l'ordre de la détection, ce qui est de l'ordre de la prise en charge. Il faut continuer à y croire, notre système est bon. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le ministre Seydou Gueye. Merci également à Daoud Mine et à vous qui nous suivez de partout. Retrouvez-nous demain à la même heure sur cette antenne. Passez d'excellents moments en compagnie de